Avant de commencer cette rencontre, je voudrais avant toute chose remercier nos partenaires parce que sans eux, on n'aurait certainement pas pu faire ce travail. C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est bien évidemment la Loterie nationale qui a fait un rôle de sponsor très important. Et évidemment la ville de Mons et la SBL Centre Mons qui nous ont soutenus depuis le début, de même que le Mundaneum, où nous ne pouvons pas vous retrouver aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, j'espère que vous êtes dans votre salon et que vous nous regardez avec enthousiasme. Bien sûr, je ne peux pas oublier l'UMONS et surtout l'école d'interprètes. Vous voyez là Élodie Larder et Ornella Martini, qui seront deux interprètes auprès d'Agustin Martinez. Et qui vont faire ça comme des chefs et comme des pros. Et au passage, je fais un très grand salut à leur professeur Christelle Wardo, qui a donné naissance hier à un petit Achille. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a nos autres partenaires, Traductive, Once in Brussels, Polar Co, j'en oublie certainement et je leur demande de nous excuser. Alors voilà, on va fonctionner en webinaire, ça veut dire que l'écran est occupé par les intervenants, par les participants, mais surtout que là en dessous, vous avez un chat, une conversation, et que vous pouvez les utiliser pour nous faire des petits coucous, des saluts, et éventuellement nous poser des questions que nous relayerons auprès de nos intervenants. Alors, je vous les présente. Je vous ai déjà présenté Élodie et Ornella qui vont converser longuement avec Agustin. Agustin, Élodie y Ornella van a traducir todo lo que está, casi todo lo que estamos diciendo para ti. ¿De acuerdo? Vale. A veces, si no es posible, lo habla a través del chat. ¿Ok? ¿Vale? Okay. ¿De acuerdo? Vale. Je vous présente aussi, bien sûr, Pedro Romero, qui est notre comédien de service, notre grand ami de la Nuit Blanche du Livre, Nuit Blanche du Noir. Je suis en train de confondre deux événements là, tu vois. Mais bon, à la Foire du Livre aussi, tu es notre grand ami, Pedro. Et puis, bien sûr, il y a les écrivains. Il y a d'abord Alain Van der Reken. Alors, Alain Van der Reken, c'est le français de service, hein, je peux dire ça comme ça, Alain. Oui, bien que mon nom ne me désigne pas forcément comme français. C'est bien pour ça que je le signale, parce que justement, en dehors de ça, ton nom ne t'identifie pas. Non, ça fait ton sur ton en Belgique. Hein, voilà. Alors, mais pourtant, tu es né à Provins, en Seine-et-Marne, voilà, et tu es très attaché. Voilà, tu es très attaché à l'Auvergne où tu as passé ta jeunesse. Oui. Et actuellement, tu vis à Bruxelles. Alors, c'est très bien d'avoir choisi de vivre auprès de nous. Tu as fait ta carrière de journaliste. En partie sur la Côte d'Azur. Ah, mais c'est pas mal, ça, quand même. Voilà. Et désormais, tu te consacres à l'écriture. Et ton premier roman de 6 vieux ennemis est déjà paru au Rouergue Noir. De même que le nouveau pour lequel on va papoter un peu, c'est-à-dire des lendemains qui hantent et que nous avons très très longuement conseillé sur notre blog précédemment. Alors, pour ce qui concerne Agustin Martinez, lui, il est né à Lorca. Je ne vous indiquerai pas que c'est en Espagne, vous devez le savoir. Et il travaille dans la publicité, mais surtout dans l'écriture de scénarios pour la radio et pour des séries de télévision qui ont connu un très grand succès en Espagne. Et il a publié en 2016 son premier roman, Monte Perdido. J'aurais voulu vous montrer la version espagnole, mais voilà, je ne sais pas où je l'ai mise, c'est pas très grave. En tout cas, c'est surtout avec La mala hierba, voilà, qu'il est devenu un écrivain de polar dur et pur
et qu'il a eu les honneurs, évidemment, de la traduction Actes Sud, collection Actes Sud Noir, traduction Amandine Pi, mais on vous en dira plus tout à l'heure parce que Pedro va nous faire une lecture et ce sera très intéressant. Alors voilà, peut-être est-ce qu'Élodie veut dire en résumé 2 mots de ce qu'on a dit jusqu'à présent, Élodie ou Ornella, vous pouvez peut-être faire une toute petite synthèse pour Agustín, ou bien est-ce que c'est nécessaire, Agustín? ¿Es necesario, Agustín, que hagamos un pequeño resumen de todo lo que acabo de decir o no? Creo que más o menos me he enterado. Ah, okay. Creo que más o menos lo he entendido. La biografía es más fácil, es de lo más fácil. Alors, je vous propose peut-être de dire 2 mots sur la mauvaise herbe, parce qu'on va commencer par la mauvaise herbe. Ça se passe dans un petit village qui s'appelle Porto Carrero, et qui n'est pas très loin d'Almería, et dans lequel, un beau matin, on trouve un couple laissé pour mort, abattu dans sa petite ferme. Petite ferme, mais ne vous imaginez pas que c'est une habitation extrêmement riche, c'est une habitation assez pauvre qui se trouve à l'entrée du désert d'Almería. Et en fait, ils ont été abattus. Probablement par des Serbes, probablement par des tueurs à gages. Mais alors, la question qui va se poser est de savoir qui a engagé ces tueurs à gages. Irène, la mère, est morte et Jacobo, le père, va sombrer dans le coma parce qu'il a eu le poumon perforé. Et lorsqu'il va sortir du coma, eh bien, la question qui va être en suspens autour de lui, c'est qui a commis ce meurtre et est-il possible que ce soit Myriam, leur fille de 14 ans? Alors, je voudrais commencer par cette question à Agustín. Est-ce que c'est le problème du doute qui va générer toute cette histoire autour de Myriam? Est-ce que tout ce qui va se passer à partir de là, c'est construit à partir du doute? Ahora sí te voy a pedir traducción. Ok. Elodie, Ornella, o yo. La primera pregunta que quería hacerle es si el problema de la duda es lo que provocó todo lo que se desarrolló después, que la historia alrededor de Miriam, que todo eso se desarrolló con el problema de la duda. Bueno, la duda es un punto de partida pero me parece un punto de partida sobre todo más a nivel de trama. Digamos que el punto de inicio de La mala hierba es sobre todo la historia de la destrucción de una familia, de todos los miembros de la familia a nivel emocional, ¿no? Y las consecuencias que eso puede tener. Y a partir de ahí se focaliza en la hija, en si ha podido llegar al extremo de estar detrás del asesinato de sus padres. Pero es un viaje hacia unos sentimientos muy extremos, tanto en el padre como en la hija y también en la madre, que tiene su parte dentro de la historia. Agustín, lo que vamos a hacer es hacer 2 o 3 frases y luego una Vale. introducción. ¿Te parece bien? Ok, perfecto. Elodie, Ornella, J'y vais. una pequeña traducción. Oui. Donc, le doute, en fait, c'est le point de départ au niveau de la trame, mais le point de départ de la mauvaise herbe, en fait, c'est la destruction d'une famille entière et des conséquences que cela a. Et l'histoire, en fait, se concentre sur la fille, si elle a pu vraiment être derrière le meurtre, l'assassinat plutôt de sa mère, de ses parents. Et c'est un voyage, en fait, vers des sentiments extrêmes du père, de la mère et de la fille également. Une autre petite question pour toi, Agustín, avant de passer au lendemain qui hante.
est-ce que le fait qu'on soit dans une période extrêmement critique de l'économie en Espagne au moment où se situe ton roman est aussi un point de départ de cette espèce de destruction, pas seulement familiale, mais sociale aussi en Espagne à cette période? ¿Os pido la traducción? Sí, sí, sí. Otra pregunta. Esa periodo crítica, muy crítica de la economía española, tiene un papel importante, también es un punto de partida en la destrucción de la familia, pero también la destrucción social en España durante esa época. Sí, la crisis económica sitúa a los personajes, bueno, nos situó a todos en realidad en España en ese momento, muy cerca de un lugar donde creíamos que no podíamos caer, ¿no? De repente es el caso de la... Bueno, traduce mejor. Oui. Donc oui, en fait, la crise économique nous a rapprochés, donc a rapproché les personnages, mais en fait, nous tous en tant qu'Espagnols, d'un point où on ne pensait en fait jamais tomber. Sí, la familia protagonista es una familia de clase media que de repente se ve sin nada, que era algo que pensábamos que no nos podía suceder. Y es algo que les sucede, se ven obligados a empezar de cero en un lugar donde no quieren empezar. Y eso era como el punto de partida para extremar a los personajes, que era lo que iba buscando, para hacerles sacar lo que llevaba dentro cada uno. Oui. Donc en fait, c'était une famille de classe moyenne qui s'est retrouvée ruinée. Et donc ça, on pensait que ça ne leur arriverait jamais. Et donc ils ont dû recommencer à zéro pour tout reconstruire. Et ça, c'était le point de départ vraiment pour sortir tout ce qu'il y a dans ces personnages. Luego, hay otra cosa. Creo que la crisis, y tiene mucho que ver también con la historia de la novela, nos acerca como a un abismo que no, pensábamos que al final es el miedo, ¿no? Pensábamos que estábamos muy lejos, y creo que esta historia, la parte más terrorífica, creo, de La mala hierba, es que en realidad es algo bastante cercano y bastante real, bastante posible, algo que le puede pasar prácticamente a cualquiera si de repente su vida se descarrila. Et autre chose que je voudrais ajouter, en fait, cette crise est importante dans l'histoire parce qu'elle nous approche en fait d'une abîme. Et l'abîme, en fait, c'est la peur. Et ce qui est particulièrement terrifiant dans cette histoire, c'est qu'elle est très réelle. Elle pourrait nous arriver à tous. Alors ça, je pense, Alain, que c'est pratiquement aussi un des éléments qui sous-tend votre roman, à savoir que ces choses qui se passent dans des lendemains qui hantent sont aujourd'hui relativement banales. C'est-à-dire des gens qui entrent dans une école, qui tirent à bout portant, qui abattent des enfants. Je ne veux pas dire que ça se voit tous les jours, mais ça se voit quand même assez régulièrement aux informations. Alors, est-ce que pour vous aussi, le point de départ, c'est cette espèce de banalité qui pousse à l'abîme? Pas vraiment, là, je dois dire. Pour être honnête, en Europe, il y a eu assez peu de fusillades dans des écoles. C'est relativement rare, hein. Ça s'est produit aux États-Unis avec une grande régularité, du fait de la plus grande facilité d'obtenir des armes, évidemment. D'ailleurs, à l'intérieur de mon roman, c'est un des problèmes que j'ai eu à résoudre. Comment se fait-il que des jeunes adolescents peuvent se retrouver avec des armes de guerre, des armes de poing? Et c'est une des lignes directrices de cette narration. Donc, pour moi, non, ce n'était pas banal. Et pas banal du tout, parce que j'ai choisi de placer l'intrigue à la fin du XXe siècle, en 1999-1999. Je suis parfaitement bilingue, comme vous pouvez m'en apercevoir. Et à cette époque-là, on ne pensait pas à des attentats d'origine éventuellement islamiste. Et c'est surtout pour ça
que j'ai tenu à situer cette intrigue au tournant de l'an 2000, parce que ça se situe avant le 11 septembre 2001, avant ces vagues terroristes qui font qu'immédiatement on penserait à un attentat d'origine islamiste. Donc, je ne pense pas du tout, enfin dans ma tête, ce n'était pas du tout banal cette fusillade dans cette école, bien au contraire, c'était tout à fait singulier. Et comme ça l'aurait été si ça s'était produit à cette époque. Il ne s'en est pas produit de fusillade dans des écoles de cette façon, en tout cas. Parce que je tenais à ce que cette histoire soit vraiment singulière et ne puisse pas être rattachée justement à un phénomène social, politique ou religieux. Donc, ce n'est pas du tout un fait divers qui vous a motivé comme point de départ pour écrire cette histoire. Bah, pour être franc, non, absolument pas. C'est une discussion avec mon éditrice, en fait. J'étais parti sur un tout autre sujet et j'avais beaucoup de mal à sortir d'une problématique compliquée historique. Et mon éditrice, à qui j'avais parlé un petit peu de ce sujet au départ, m'a dit « Mais pourquoi vous ne raconteriez pas cette histoire ?» Je me suis dit, une éditrice a souvent raison, je veux dire toujours. Presque toujours. Donc, j'ai on l'a salué. d'autant plus qu'elle m'avait dit la première fois que je lui avais parlé de ce début d'intrigue, elle m'avait dit « Mais c'est horrible ». J'avais pris ça pour un compliment, évidemment, je pense que c'en était un. Et c'était vraiment atroce. Et je me suis dit, oui, il y a un ressort narratif là, important et qui mérite d'être exploré. Et ensuite, je suis rentré moi-même dans cette histoire sans trop savoir jusqu'où ça allait me mener. Et en fait, ça m'a mené assez loin, même, je dois dire que parfois j'en étais un peu affecté, d'autres fois, j'ai pu prendre assez de recul. Je voulais aussi enfin, on se tutoie, on va se tutoyer, c'est quand même un peu plus facile. Oui. Je voulais aussi te demander si le personnage de Martial, parce que, et ça je voudrais juste qu'elle le dise ou Ornella l'indique à Agustin, vous avez tous les deux quand même un personnage important qui est le père, Martial chez toi, et Jacobo chez Agustin, qui vont être confrontés à des situations terribles dans leur paternité, hein, on peut dire ça comme ça. Est-ce que, alors on ne va pas révéler en quoi il est touché dans sa paternité chez toi, mais est-ce qu'il n'est pas à un moment donné complètement isolé par cette souffrance qui lui est imposée de l'extérieur, par ce fait divers, va-t-on dire, cet attentat? Est-ce qu'il ne se sent pas complètement isolé de la réalité quand il entreprend sa recherche pour comprendre? Mais tout à fait, oui. Mais je pense que ça, c'est un phénomène qui peut se produire régulièrement parce que la douleur isole et ce drame qui le déchire en fait quelqu'un qui devient sourd aux autres. Et dans mon roman, dans mon histoire, ce sont les autres qui s'intéressent à Martial et pas le contraire en fait. Jamais il ne demande de l'aide. Il n'est pas dans une sorte de déni, mais dans une sorte de bulle de douleur en fait. Et je pense que moi qui ai lu le roman d'Agustín Martínez, il y a sans doute un petit peu de ce phénomène pour le personnage de Giacomo, qui est lui aussi dans un certain déni, parce que la réalité est insupportable. Eh bien, puisque tu parles justement de ceux qui accueillent Martial, je te propose, Alain, d'écouter notre première lecture qui va être faite par Pedro et qui va
proposer une lecture d'un extrait du roman donc, des lendemains qui hantent, au moment justement où Martial est complètement perdu, complètement anéanti, où il ne trouve plus de pistes, plus de solutions, et où il va trouver une espèce de sursaut justement à travers les autres. Est-ce que ça te convient, Pedro, de faire la lecture maintenant? Tout à fait. Alors, Élodie Ornella, dites bien à Agustine qu'on arrive. Vale. Quelques jours avant Noël, Martial roulait sans but au volant de sa Scénic. Il se dirigeait vers la côte, en direction de Saint-Nazaire. Il quitta la nationale, se mit à errer sur des routes de plus en plus secondaires. Il s'arrêta au bord de l'océan. Il resta un moment dans la voiture, les mains sur le volant, avant de sortir, de marcher vers les rochers. Il cherchait du regard l'épave de l'Erika, qui se trouvait à plus de 30 milles. Cette image du pétrolier coupé en deux, dont la poupe flottait, s'était imposée partout. Journaux, télé, elle surnageait dans les médias bien après avoir coulé. La fusillade, le drame de Souvray-sur-Cizé ne lui vola la vedette que quelques heures, pas d'image. Une tragédie jouée rideau baissé. Martial était resté un moment immobile, face au large. On ne voyait pas à 100 mètres, et la brume s'épaississait. Il marcha le long du littoral 1 heure ou 2. Il s'était enfoncé dans les terres. Il se retrouva à quelques mètres d'une caravane, posée là depuis des années. Martial s'approcha. Une femme sortit. « Vous cherchez quelque chose ?» Martial ne répondit pas. La voyait-il? Elle se tenait droite sous le crachin, tête nue, un châle sur les épaules. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Elle dévisageait Martial. « Ou vous foutez le camp ou vous entrez pour vous réchauffer. » Martial ne bougeait toujours pas. Elle s'approcha, le prit par le bras et l'entraîna dans sa caravane. Elle le fit asseoir sur la banquette coincée derrière une table. On aurait dit qu'elle le rangeait. Voilà, c'est vraiment ça, hein, c'est prendre Martial par la main que tous ces gens vont faire. Oui, c'est un peu de fraternité qui éclaire ce drame, parce que ça, bon, moi j'y crois, et je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un sauvetage humain, de ces contacts de Martial ou avec un policier ou avec le juge d'instruction avec lequel il travaille. Il y a quelque chose de fort dans ces liens qui franchissent le mur de la douleur, en fait, et l'isolement. Agustine, par contre, chez toi, le personnage de Jacobo, il est seul, il est terriblement isolé avec cette réalité à affronter. Est-ce que ma fille a voulu me tuer et a voulu tuer sa mère? Il trouve, contrairement au roman d'Alain, il trouve très peu d'aide autour de lui. Pas de famille et dans le village, pas non plus de soutien, pas d'argent. Qu'est-ce qui va pouvoir l'aider à continuer sa lutte alors? Al contrario, en su novela, Jacobo es muy solitario, es muy aislado de la realidad. Y se pregunta cómo su hija ha podido querer matarme y matar a su madre. Tiene muy poco apoyo en su entorno, no tiene familia, no tiene relaciones, no tiene dinero. Y ¿qué le puede ayudar?
Bueno, Jacobo y en realidad el resto de personajes de la novela lo que sufren es un choque contra la realidad de la sociedad. Digamos que la sociedad espera algo de ellos o les exige algo y ellos no son capaces de responder a ese papel que se supone que tienen que cumplir. ¿Puedes traducir? En fait, Jacobo, comme les autres personnages du roman, en fait, se retrouve confronté à la réalité donc, de la société. La société attend quelque chose d'eux et eux sont en fait dans l'impossibilité de répondre à ce que la société attend d'eux. Entonces, digamos que el padre no puede responder a la imagen de padre de familia y sostener económicamente a su familia. La madre no consigue tener la relación de matrimonio y los deseos de futuro que tenía, y la hija sufre algo parecido. Ella soñaba con un futuro que de repente se le está negando, ¿no? Entonces, los tres personajes terminan aislándose casi por vergüenza, casi por no reconocer sus problemas, especialmente el de Jacobo. Donc, le père ne parvient pas à correspondre à cette image de père de famille, à subvenir aux besoins financiers de sa famille. La mère n'a pas le mariage idéal, elle avait des désirs inassouvis et en fait c'est pareil pour la fille qui avait des rêves et elle doit y renoncer. Et donc chacun en fait commence à s'isoler par honte et c'est particulièrement vrai pour Jacobo. Y lo que le empuja a seguir adelante, a seguir luchando, yo creo que son fundamentalmente dos cosas. Por un lado, la culpa, el sentirse responsable de alguna forma de lo que ha pasado, y por otro lado, el amor, tanto por su mujer como por su hija. Es una lucha entre estos dos elementos lo que lleva a Jacobo a seguir avanzando para entender qué ha pasado, porque en realidad no está resolviendo un crimen. Lo que está haciendo es conocer de verdad a su mujer y a su hija. Donc, ce qui l'aide à continuer dans sa lutte, eh bien, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, la culpabilité. Il se sent en un sens responsable de ce qu'il s'est passé. Et ensuite, l'amour pour sa femme et pour sa fille aussi. Et donc, il veut continuer à avancer et découvrir véritablement ce qu'il s'est passé. Parce qu'en fait, il n'est pas en train de résoudre un crime, il cherche à véritablement comprendre sa femme et sa fille. Ok. Agustine, je voudrais encore te poser une autre question parce que tu l'as probablement entendu, Alain a situé son intrigue et les événements qu'il raconte en Bretagne face à l'océan qui fait comme une espèce de barrière physique à la possibilité pour Martial d'aller plus loin, de chercher plus loin. On trouve un peu la même chose chez toi avec ce fameux désert qui entoure El Cortijo, la ferme où vivent Jacobo et sa famille. Mais en même temps, il y a cette barrière de l'océan, cette barrière du désert, mais aussi cette complète décomposition. Il y a chez Alain l'Erika qui s'est brisée et qui a fait une marée noire. Et chez toi, cette espèce de décomposition de la nature, est-ce que c'était un choix de ta part de montrer cette nature complètement absolument effrayante par moments et certainement, en tout cas, qui pousse à la solitude? Elodie. Oui. El señor Van der Eycken ha situado su trama en Bretaña frente al océano, que representa una barrera física, no puede ir más allá. Y encontramos un poco la misma cosa en su novela, con el desierto, que rodea el cortijo donde vive Jacobo y su familia. Entonces hay una barrera, pero también un estado de decomposición.
En el libro de señor Van der Eycken hay un vertido de petróleo y en su novela hay un estado de decomposición de la naturaleza. ¿Ha hecho eso a propósito, esa decomposición de la naturaleza? Sí, efectivamente. Situar la historia en el desierto de Tabernas, en Almería, era precisamente eso. Era por un lado el aislamiento de los personajes que están rodeados por una tierra muerta, y por otro lado la descomposición de la naturaleza, y el desierto en el fondo es como si uno escarbara en el esqueleto de la tierra. Es un espejo de lo que está pasando con los personajes, es como una manera de llegar a lo más dentro de lo que hay en estos personajes, que también es muy árido. Oui, en effet. Donc, pour situer l'histoire dans le désert de Tabernas à Almería, c'était exactement l'effet que je cherchais. Donc, d'une part, il y a l'isolement, c'est une terre morte, aride, et d'autre part, il y a la décomposition de la nature. Et en fait, cette décomposition, c'est le reflet de ce qui est en train d'arriver au personnage, et ça nous permet d'aller vraiment en profondeur dans ces personnages. Ok. Agustine, je voudrais aussi te poser une autre question à ce propos-là de la décomposition. À un moment donné, dans ton roman, tu parles de l'innocence. Et justement, je voudrais te poser la question, est-ce qu'il y a une innocence possible? Parce que on va lire après, tout de suite après, un extrait de La mala hierba. Et il semble que l'innocence, tu n'y crois pas beaucoup. Sí, quería hacerle otra pregunta con respecto a la descomposición. En su novela habla de inocencia, pero quería saber si la inocencia es posible. Después vamos a leer un fragmento de su novela y me parece que usted no cree mucho en la inocencia. Bueno, más que creer o no, creo que es imposible ser inocente. La historia de la hija precisamente es esa, es como un viaje desde la niñez hacia la adolescencia, hacia el momento en el que uno empieza a descubrir las sombras del mundo adulto. Y precisamente en ese viaje ella va perdiendo su inocencia. Digamos que todos nos vamos corrompiendo conforme vamos creciendo, y en el caso de un adolescente este proceso de corrupción, que no es forzosamente malo y con el que todos cargamos, pero en el caso de un adolescente es un momento especialmente frágil, y entonces está en una balanza en la que es fácil perder el rumbo. En fait, ça va au-delà de croire ou non en l'innocence. Je pense simplement que c'est impossible. C'est en fait toute l'histoire de la fille. Donc, elle passe de l'enfance à l'adolescence. Et c'est à ce moment de la vie qu'on découvre les côtés sombres du monde adulte. Et donc, durant son voyage, vers l'adolescence, elle perd son innocence. On la perd tous quand on grandit. Et donc, c'est cet état de corruption qui n'est pas en fait mal en soi, mais c'est un moment assez fragile où il est difficile de perdre pied. Il est facile, pardon, de perdre pied. Agustín, si quieres, vamos a hacer una pequeña lectura. Estupendo. Tu es prêt, Pedro? Je vais partager ce qu'on a préparé là. Tu vois, voilà. Attends, donne-moi 30 secondes, Pedro. Je t'attends. Ok. C'est bon? Traduction de Amandine Pi, un extrait de La mala hierba. ¿Se puede odiar a una hija? Odiarla de esa forma en la que uno padece aversión por determinadas personas, gestos, sabores. La arcada al comer carne en putrefacción. ¿Es posible sentir ese escalofrío al acercarte a tu propia hija? Quizás
Sería más acertado preguntármelo así. ¿Me permite odiar a mi hija? Miriam mató a mi esposa, su madre. Intentó matarme a mí, mi pequeña Miriam. La recuerdo sentada en la consulta del psicólogo, los pies balanceándose en el aire. ¿Cuántos años tenía? Creo que todavía no había cumplido los 7. Llevaba unos días sin ir al colegio. El problema, como convenimos en nombrarlo Irene y yo, nació en un recreo. Miriam jugaba en un patio de arena. Había cogido un cubo o algo así. Otra niña se lo quitó. Fátima se llamaba. ¿Cómo voy a olvidar su nombre? Su familia marroquí regentaba un locutorio cerca del colegio. Fuimos allí para disculparnos, aunque no sé bien si llegaron a entendernos. La madre no dijo nada. El padre nos tranquilizó con un «cosas que pasan». Irene, en el camino de regreso a casa, habló de la posibilidad de darles algo de dinero. Todo lo cubriría la seguridad social, no había necesidad, le contesté. Nos disculpamos, pero para ese entonces ya habíamos identificado las causas, o al menos la explicación que a nosotros más nos satisfacía. Fátima y Miriam se pelearon en el patio por ese cubo. Poco importa la razón. Fátima se lo llevó y mi hija, en un arrebato de rabia, la persiguió y le empujó por la espalda. La niña cayó hacia adelante. Se golpeó la cara contra una verja de hierro. Miriam recuperó el cubo y volvió a su patio de arena para seguir jugando. Miriam no se atrevió a mirarme cuando entré en el despacho de dirección. Mientras el director me explicaba lo que había pasado, volví la mirada hacia ella. Me hizo pensar en un perro, un cachorro que sabe que no debería haber destrozado las zapatillas. Al desconcierto siguió la culpa, la vergüenza. En casa, Irene no pudo evitar las lágrimas cuando la llamaron del colegio para confirmarle que, efectivamente, Fátima había perdido el ojo. Yo no quería, decía Miriam en la cocina, sentada en una silla, mientras Irene lloraba, y yo me paseaba de un lado a otro dándole caladas a mi cigarro. Me dolía escuchar esas palabras. Me dolía porque no eran una disculpa, sino la descripción de un hecho. Ella no quería hacerle daño a Fátima. Había sido un accidente, así que ¿por qué culparla? ¿Qué responsabilidad se le podía achacar? Muchas gracias, Pedro, por la lectura. Gracias a ti. Voilà. Alain, le problème de la responsabilité, c'est ça aussi, je pense, qui fait que les assassins, alors on ne va pas vraiment les définir, on va dire les assassins, ne se sentent pas responsables. Je ne sais pas s'ils ne se sentent pas responsables. D'abord, c'est assez peu explicite, mais je pense quand ils ont pris leur décision de rentrer dans cette école et de tuer, ils sont comme dans un couloir, dans un couloir de frustration qui les conduit au crime. Quelque chose qui les a envahis et pour lequel ils ne voient qu'une seule solution, c'est de tuer. C'est comme le couloir qui mène au suicide, c'est quelque chose du même ordre en fait. Parce que quand même, ça on peut le dire, tes assassins, en tout cas les assassins que tu as choisi de mettre en scène, sont aussi des adolescents. Des adolescents, oui, ils ont 16-17 ans. Voilà, et c'est ça qui est étrange quand on y pense, c'est que tu parles de frustration très exactement comme Agustín vient de le faire. Oui, bien sûr, parce que l'adolescence, c'est cette période où justement on côtoie les ténèbres, on côtoie le mal, on découvre un monde tout en se connaissant très peu soi-même. Et là, il y a quelque chose d'antagonique qui est souvent insupportable. Il y a une phrase dans le roman d'Agustín Martínez qu'il met dans la bouche de Myriam.
Et je voudrais savoir si tu pourrais mettre ces mots-là dans la bouche de tes assassins. Myriam me dit à un moment donné, on parle d'amour à la légère, on met ce mot à toutes les sauces. Est-ce que c'est ça qui leur a manqué aussi à ces ados qui tuent chez toi? Je ne sais pas, ça, j'en suis pas vraiment convaincu. De toute façon, dès le début du roman, ils sont morts, hein, ces ados. Oui, en plus. Donc, leurs motivations leur appartiennent. Mais je suis... Oui, c'est sans doute un manque d'amour, mais il y a autre chose, c'est quelque chose qui les dépasse, c'est une jalousie. Et ça, la jalousie, c'est un autre département de l'amour. C'est quelque chose Et la de frustration. l'ordre, effectivement, de la frustration, de l'inquiétude, de l'incohérence du monde, tel qu'on le perçoit. Par contre, Agustine, chez toi, Bon. pardon, Agustine, chez toi, je pense qu'on ne peut pas dire que Myriam n'a pas été aimée. Al contrario, Agustín en su novela no podemos decir que Miriam no recibió amor. Todo lo No, contrario. no es un problema de amor, es un problema de expectativas, de exigencia. Creo que uno de los peligros, digamos, de la adolescencia es creerse en el derecho de determinadas cosas que las deben tener porque sí. Y eso es lo que le genera la frustración. En realidad lo que le genera la frustración es el fracaso de su familia. Non, le problème, ce n'est pas l'amour, c'est plutôt l'attente et les exigences. En fait, un des dangers de l'adolescence, c'est de s'attendre et de prendre les choses acquises en soi. Et la frustration, en fait, elle vient de l'échec de sa famille. ¿Otra cosa, Agustín? ¿O Bueno, creo que esto puede sonar malo para Miriam, pero en realidad creo que ella también es una víctima. O sea, al final colocamos una serie de conceptos de éxito, de cómo debe ser la vida, y para una chica de su edad, o para otros muchos chicos, eso se convierte en un peso que no son capaces de soportar. Ça peut sembler être une mauvaise chose, en fait, pour Myriam, mais elle aussi, c'est une victime, car on a certaines idées d'une vie réussie, à quoi doit ressembler la vie. Et en fait, c'est un lourd fardeau pour ces adolescents qui ne savent pas le supporter. Je pourrais même dire carrément qu'il y a un écart entre ce qu'ils attendent de la vie et ce que, par les circonstances, leur famille est capable de leur donner, en fait. Hay una diferencia entre sus expectativas y lo que le puede dar su familia. Claro, eso es. O sea, hay un deseo, que es un deseo adolescente, lógico, por todo lo que le rodea, por la vida que ella esperaba tener y que no puede tener por culpa de su familia. Entonces ella responsabiliza a sus padres de todo lo que no puede tener. Y en parte hay una parte de razón, hay una parte de fracaso en la educación, no por el amor, sino por el entorno en el que terminan educándola al llevársela al desierto. El ambiente que es un poco enrarecido, que acaba contagiándose a Miriam. Le micro, pardon. Il y a ce désir d'adolescent. Elle veut une vie, donc une vie qu'elle voudrait avoir, mais qu'elle ne peut pas avoir. Et elle tient ses parents pour responsables. Et dans une certaine mesure, elle a raison. Il y a eu un problème dans son éducation, mais ce n'est pas un problème d'amour. Il l'emmène en fait dans un désert et ces conditions arides, en fait, elle la contaminent. Hay una cosa
en la novela, por esto hablo también de la desintegración de la familia, en el que cuando se hunden dejan de funcionar como una familia y aunque haya amor entre ellos, terminan luchando cada uno por sus propios intereses y olvidando a los que tienen alrededor. Et il y a un élément important dans le roman, c'est pour ça que je parle de la désintégration de la famille, même s'il y a de l'amour entre eux, quand ils commencent à décliner, en fait, chacun lutte pour ses propres intérêts. Une question qui m'est soufflée par le chat, mais à laquelle j'avais déjà pensé. Parlons un tout petit peu de structure, si tu veux bien, Agustine. On sait que tu es scénariste. Alors moi, ce qui m'a frappé dans ton roman, c'était le travail sur le temps, les allers et retours dans l'écriture entre les moments d'avant, les moments du meurtre et les moments d'après le meurtre. Est-ce que dans ta manière de construire le roman, ton travail de scénariste t'a poussé à choisir ce type de structure extrêmement souple et pas du tout linéaire? Bueno, creo que lo he entendido. Supongo que sí. O sea, soy guionista y de alguna forma eso influye en mi trabajo. No elegí la estructura temporal por el hecho de ser guionista, pero sí es verdad que es una estructura muy compleja, quería que fuera así, o sea, quería contar la historia en diferentes tiempos para ir poco a poco armando un puzzle. Y yo creo que sí me sirvió mi experiencia como guionista. Bueno, traducimos. Donc oui, je suis scénariste et ça a influencé mon travail, mais je n'ai pas choisi donc cette structure de temps parce que je suis scénariste, mais c'était une structure importante et je voulais raconter progressivement, donc peu à peu, l'histoire. Et donc oui, mon expérience de scénariste m'a aidée. La elección de la estructura era porque de alguna forma los diferentes tiempos van explicando, digamos que el pasado explica el presente. Y por eso elegí esa estructura. Luego, por otro lado, ya digo, mi sistema de trabajo nace del guión y entonces yo paso mucho tiempo trabajando la estructura de las novelas antes de empezar a escribirlas. En el caso de La mala hierba, estuve a lo mejor creo que fue 1 año y medio y trabajo en una pizarra y hasta que no tengo toda la estructura hecha de la novela sobre mi pizarra no empiezo a escribirla. Donc, c'était un choix, j'ai choisi cette structure et ces différents moments de temps. En fait, c'est parce que le passé explique aussi le présent. Et d'un autre côté, donc, comme je le disais, mon travail est basé sur le scénario. Et pour structurer mon travail, donc je commence à structurer avant de commencer à écrire. Et dans le cas de ce roman, j'y ai passé 1 an et demi où j'ai écrit donc, tout sur un tableau. Et donc, avant d'avoir toute la structure, je ne commence pas à écrire. Alain, chez toi aussi, on trouve ce travail sur le temps où les moments sont aussi extrêmement, un peu comme la marée, hein, il y a aussi des va-et-vient de temps chez toi. Oui, tout à fait, oui. C'est pas le même travail ni la même structure, mais le mouvement est le même, c'est-à-dire que je pars d'un présent pour revenir un petit peu... Enfin, j'essaye de montrer l'interprétation de ces temps différents, hein, de voir comment cet être détruit que l'on voit au début a pu être quelqu'un de tout à fait différent. Et évidemment, le reste de la narration montre le chemin qu'il a suivi. Mais le temps, c'est la grande affaire de la littérature en général, en fait.
Alors, j'ai encore une petite question qui m'arrive par le chat, Alain, et qui dit, est-ce qu'on peut avoir de l'espoir pour les adolescents de nos jours? Et est-ce que la solution, ou peut-être peut-être une solution serait un travail au niveau de l'éducation? Oui, sans doute, mais bon, il ne faut pas dramatiser. Les adolescents de tout temps ont connu ces abîmes. Le romantisme est plein de ces histoires terribles. Bien sûr, l'éducation est capitale à ce moment-là, mais c'est aussi une aventure personnelle et individuelle, hein, le franchissement de cette étape. Donc ça, c'est pas ni quantifiable ni maîtrisable forcément, hein. Il y a un chemin à faire qui dépend du libre arbitre. Bien sûr, il y a la pression sociale, bien sûr, il y a des éléments extérieurs, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et qui, heureusement, ne dépend sans doute que de la personne. Bon, il y a des cas extrêmes, mais enfin, on ne va pas rentrer dans une sociologie de l'adolescence. Bien sûr. Et je voulais faire une remarque, pardon, à propos du livre d'Agustín Martínez. Quelque chose de tout à fait remarquable, c'est quand Myriam et ses parents quittent leur maison et arrivent dans ce village qui n'est pas un lieu, mais qui est un véritable personnage, hein. Et c'est la confrontation avec ce carrefour, ce village qui n'existe pas, qui fait qui déclenche ce choc formidable chez Myriam, qui voit que son destin s'arrête, trouve là ses limites, et c'est l'image même de son déclassement, d'un déclassement qu'elle va subir. Et j'ai trouvé ça tout à fait remarquable. C'est ce moment-là, et qui est souvent très, très fort chez les adolescents, de ce choc, cette rencontre qui fait que la vie a basculé. Et la vie a basculé au moment de cette rencontre avec ce village paumé. Voilà. Bon. Elodie? Pour Agustín. J'ai trouvé remarquable. Y algo que encuentro maravilloso es que cuando Miriam llega con sus padres al pueblo, que es todo un personaje en realidad, esa confrontación desencadena un choque para Miriam y aquí su destino se para y en realidad empieza su caída. Es un momento muy fuerte que representa el cambio total de su vida. Bueno, Alain, muchas gracias, lo primero. Y sí, o sea, el enfrentamiento al pueblo efectivamente es un personaje más de la novela y simboliza eso, simboliza como el hundimiento. Creo haber entendido de lo que hablabais antes, si para que esto no suceda en los adolescentes es importante la educación. Creo que es muy importante, desde luego, la educación, pero creo que también empezamos a necesitar un cambio en el paradigma de la sociedad. Creo que el concepto de éxito o de tener una buena vida es irreal y eso va a generar mucha frustración, no solo a los adolescentes, sino también a los adultos. Oui, tout d'abord, merci. Et donc, la confrontation, oui, effectivement, ça vient avec ce village qui est en fait un véritable personnage dans le roman. Et ça symbolise, comme vous disiez, le déclassement. Et donc, si j'ai bien compris, on parlait justement que pour que cela n'arrive pas aux adolescents, l'éducation est très importante, mais je pense qu'il faut également un changement de paradigme dans la société parce que cette idée de succès, de vie réussie, ce n'est pas réalisable, ça crée beaucoup de frustration. J'ai une petite question qui vous arrive pour tous les deux. Alors, on va peut-être commencer par Agustín, puisqu'il avait la parole, et qui vous demande, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur vos influences littéraires personnelles? ¿Puede hablar un poco de sus influencias literarias? Bueno, influencias literarias, la verdad es que son
un poquito heterogéneas. Y entonces me gusta mucho, siempre he sido muy fan de Adolfo Bioy Casares, que no tiene nada que ver con lo que escribo. No, nada. Pero que me gustaría parecerme a él. Y luego también, no sé, ya digo, en realidad como lector me gusta mucho la literatura fantástica. Y dentro de novela negra me gusta mucho Denis Lehan. Creo que en especial Mystic River es un libro que a mí me gusta mucho, porque al final lo que me gusta, sobre todo de la novela negra, es aprovechar una situación de crisis o un evento muy grande para terminar hablando de personajes. Y bueno, estas son fundamentalmente mis influencias. Mes influences sont assez hétérogènes. Je suis un grand fan d'Adolfo Bioy Casares, avec qui je n'ai rien à voir, mais j'aimerais bien lui ressembler. Et sinon, en tant que lecteur, eh bien, j'aime beaucoup le fantastique. Donc, j'aime bien Danis Lehan de Mystic River, par exemple. Et pour ce qui est donc, du roman noir, j'aime bien, en fait, prendre une crise, profiter d'une crise pour parler donc des personnages. En fait. Voilà, c'est à peu près mes influences. Alain? Moi, je ne parlerai pas d'influence, mais plutôt des grands stylistes qui m'ont empêché d'écrire, en fait, pendant si longtemps. Et là, c'est tout à fait différent. Flaubert, Céline, Proust, Tolstoï, Dickens, enfin, dans le désordre, qui font que on est tétanisé par l'ombre de ces géants et on se dit, bon, bah, de quel droit prendrais-je un petit peu la parole ou participerais-je à cet orchestre formidable? Et je me suis dit, avec l'âge, peut-être que je peux jouer du triangle. Je peux peut-être être celui qui est dans le coin, fait une note de temps en temps et encore pas pour toutes les grandes symphonies. Et je me suis autorisé donc à saisir un triangle et à essayer de trouver ma voie. Mais évidemment, je suis encore encombré de tous les grands stylistes de la littérature. Allez, on peut dire que tu es déjà arrivé au cymbale, Alain. Oui, c'est pas facile. Alors, encore une petite question. Est-ce qu'on pourrait savoir sur quoi vous travaillez pour le moment? Question qui nous vient du chat aussi. Alain, vas-y. Ben oui, je travaille sur plusieurs choses à la fois. Donc, effectivement, peut-être que j'ai pris les cymbales aussi. Et peut-être un coup de timbale. Mais oui, je travaille également sur un polar dont je ne dirai rien parce que je n'en suis. Je me débrouille dans une intrigue compliquée. Les personnages sont en train de prendre le dessus, comme ça m'arrive souvent. Donc, c'est eux qui m'entraînent vers des abîmes pour l'instant. Tu pourras peut-être consulter ton éditrice pour voir si oui, mais j'ai déjà commencé. Voilà. Et pour ce qui est de Agustín, quels sont pour le moment ses projets? Sur quoi est-ce qu'il travaille? Alors, je sais qu'il travaille beaucoup au niveau de scénario, mais voilà, au niveau littéraire, est-ce qu'il y a des projets? Bueno, me ha pasado algo curioso. Y es que últimamente la televisión está devorándome de alguna forma. Después de escribir La mala hierba, yo había preparado una siguiente novela y tuve una reunión con mi editor y todo esto, pero apareció Netflix en medio y se ha convertido en serie de televisión antes que novela. Y me ha pasado la misma historia había escrito, tenía el argumento para hacer la continuación, una segunda parte de Monte Perdido, y me pasó igual. Funcionó muy bien la primera temporada en España
y ahora hemos hecho la segunda temporada directamente en televisión. Y entonces, después de escribir los guiones de televisión de estas historias, me da mucha pereza escribir la novela. Así que lo que quiero intentar es en cuanto esto pare un poco, arrancar una novela nueva. En fait, il m'est arrivé quelque chose d'un petit peu étrange. La télévision me prend beaucoup de temps, je dois vous dire. Et en fait, quand j'ai écrit Mala Hierba, j'avais déjà un autre projet de roman en préparation. Et donc, j'ai eu une réunion avec mon éditeur, mais Netflix est apparu à ce moment-là. Et donc, c'est devenu une série avant même d'être un roman. Et il s'est passé la même chose pour Monte Perdido. Donc, j'ai écrit la deuxième saison. La première saison s'est très bien passée en Espagne. Donc, j'ai écrit la deuxième saison. Et donc, une fois que le scénario pour la télévision est écrit, c'est difficile pour moi de le faire en roman. Voilà. Mais j'espère qu'on verra si j'ai d'autres projets. Alors les filles, c'est moi que vous allez devoir traduire parce que j'ai un petit message pour Agustín. Agustín, he oído decir que ahora tú vas a trabajar con un gran amigo del Festival Nuit Blanche du Noir, que es Miquel Santiago, ¿es verdad? Es cierto. Miquel, en la serie que estoy haciendo con Netflix, yo la arranqué, es esta historia que he contado, y Miquel ha escrito también algunos guiones de la serie. Es un fenómeno, vamos, Miquel. Gran amigo nuestro. Gran amigo de todo el mundo, es maravilloso. Oui. Donc, Augustine, j'ai entendu que tu travailles avec un ami, Victor Santiago, donc pour le festival de la Nuit Blanche du Noir. Et donc, la réponse est oui. C'est pour une série Netflix. Je travaille avec Miguel, qui est en fait un grand ami de nous tous. Voilà, alors, ça fait déjà 1 heure que nous sommes en train de discuter sur cette plateforme Zoom. Il va peut-être à un moment donné falloir s'arrêter. Je suis très contente parce que nous avons gardé tous nos participants, personne n'est parti, donc ça veut dire que les choses se sont bien passées. C'était une très, très, très grande première pour nous. Je voudrais donc te remercier de tout cœur, Alain, de t'être prêté à cette expérience un peu bizarre, un peu étrange. Agustín. Et ben voilà, Agustín, te agradecemos muchísimo porque fue un estreno total, una experiencia, bueno, entonces, bueno, lo que podemos esperar es verte en Mos el año próximo. Eso espero. Je voudrais quand même avoir une toute petite pensée pour notre parrain Victor Delarbol, qui est lui aussi, après Miquel Santiago, un très très grand ami et qui nous soutient vraiment avec énergie et enthousiasme depuis 3 ans, qui n'est pas là cette année-ci, mais qui nous a bien promis d'être à la 5e édition. On va ramener tous nos copains espagnols, Miquel Santiago, Agustín Martínez, Victor Delarbol. Vamos allí felices. Ça va être très bien. Je voudrais remercier toutes mes copines qui sont là dans l'ombre, les dames du polar, hein, porque nos llaman las damas de la novela negra, fíjate, Agustín. Anne, Annette, Marie-France, Isabelle, Françoise, pour qui on a une super pensée. J'espère que j'oublie personne. Marie-France, on l'a vu déjà. Je voudrais aussi vous dire que demain, à partir de 10h, on commence encore en direct avec une masterclass sur la ville comme personnage de polar, avec une écrivaine belge qui s'appelle Agnès Dumont. Et bon, voilà, je vous y invite avec grand enthousiasme parce que ce sera certainement encore une belle expérience animée par Annelise Remacle.
Je dois vous dire aussi on est très très fiers parce qu'on a une chaîne YouTube qui s'appelle La Nuit Blanche du Noir et que ce que vous venez de voir maintenant sera placé dès demain en replay. Enfin, peut-être pas dès demain parce que notre community manager va peut-être réorganiser un petit peu la mise en page. Voilà, donc toutes les activités de la Nuit Blanche du Noir, ces 5 prochains jours seront accessibles sur la chaîne YouTube. Alors, Pedro, évidemment, je te remercie 1000 fois parce que bon, tu es de toutes les aventures et de chaque fois que j'invente un truc, tu es d'accord. Donc, merci beaucoup. Merci à Pedro. Voilà. Ben oui. Un plaisir. Et je voulais vous dire aussi que voilà, il est 9h10, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, mais surtout, continuez à aller sur la première de la radio parce que c'est la nuit des écrivains et que nos écrivains belges seront très bien représentés avec Lisette Lombé, mais François nous dit que les lectures de ce soir sont déjà disponibles sur YouTube. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Et alors les filles, Élodie et Ornella, grand merci parce que vous avez été sur le film et vous avez fait ça comme des chefs. Voilà, je vous remercie de tout cœur. Et alors le lien de la chaîne pour y aller encore plus vite, c'est La Nuit Blanche du Noir, Dominique. Est-ce que je dois dire quelque chose de plus? Dis-moi vite, Dominique, si je dois ajouter quelque chose de plus. La Nuit Blanche. Dominique, c'est Dieu qui nous regarde. C'est parfait. Voilà, très bien. Non, c'est parce que Dominique nous a vraiment suivis et aidés à monter tout ce programme en ligne. Donc, voilà. Agustín, mil gracias. Merci Nos veremos a vosotras. y estamos esperando la próxima novela. Bueno, a ver, sea cual sea, no importa. Sea cual sea. Lo intentaré. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, ciao. Je vous embrasse très fort, les filles. Alain, je t'embrasse aussi de très loin. Et bien sûr, vous tous qui nous avez suivis, merci beaucoup. Et voilà, tous les commentaires sont là. Avec le lien, me dit Dominique, ça aurait été cool, mais bravo et gracias. Voilà. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt tous, et certainement à demain. Et je voulais vous dire aussi, à partir de demain, vous aurez la recette de chocolat chaud. Ensuite, une vidéo pour vous expliquer comment faire, parce que dimanche à 17h, on fait une grande chocolat chaud party sur Zoom. À bientôt. Muchas gracias. Bye bye. Adiós. Muchas gracias. Merci. La otra.